Vous avez plusieurs Macs chez vous, ou vous avez un seul Mac mais des amis équipés également de produits Apple passent de temps en temps chez vous, et vous aimeriez échanger facilement des documents entre ces différents appareils. J'ai plusieurs solutions à vous présenter et elles sont toutes très simples à mettre en œuvre. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler échange de fichiers, partage, bref, nous allons discuter de transfert entre plusieurs appareils Apple. Alors, je parlerai principalement de Mac, mais ce que je vais vous montrer est en partie utilisable avec un iPhone ou un iPad. Cette vidéo est la première d'une mini formation gratuite sur macOS, le but étant que vous puissiez vous perfectionner sur le système de votre Mac. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des solutions les plus simples vous permettant d'échanger, de partager des documents entre deux ordinateurs Apple. Que ces Macs soient chez vous ou pas, rassurez-vous, il y a toujours une solution facile à mettre en œuvre. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous dévoilerai une fonctionnalité qu'Apple met au service de ses utilisateurs afin de se servir d'un Mac le plus rapidement et le plus efficacement possible. D'ailleurs, peut-être que ce sera un coup de cœur pour vous. Avant de commencer à parler du sujet de cette première vidéo, je vous propose un très bref historique du système Mac. Donc si je dois résumer le système actuel d'Apple en moins d'une minute, je dirais que le constructeur des Mac a lancé en 2001 le système macOS 10, un système complètement différent des précédents systèmes équipant les Macintosh. Pour la petite histoire, mon premier Mac date de 1999 et est équipé de macOS 9, la génération précédente. Mais donc en 2001, plus précisément le 24 mars 2001, donc si vous visionnez cette vidéo dès sa mise en ligne il y a un tout petit peu plus de 24 ans, sort sur DVD la version 10.0 de macOS 10. Ensuite la 10.1, puis la 10.2, etc. jusqu'à arriver à la 10.7 qui a été la première version téléchargeable via les serveurs d'Apple, en passant par le tout nouvel App Store. Apple a décidé par la même occasion de renommer macOS 10 en OS 10. Puis le système s'est appelé macOS à partir de la version 10.12, Sierra. Il faut donc bien comprendre que macOS 10, OS 10 et macOS, qui s'écrit comme ça, représentent un même système, avec certes des numéros de version très différents, mais avec une base identique. Bon, l'historique est fini. Retenez bien que quelle que soit la façon dont vous appelez votre système, macOS 10, OS 10 ou macOS, ce dernier regroupe un nombre inimaginable de fonctionnalités. C'est pour cela que j'ai créé un programme de formation complet afin de se perfectionner sur le système du Mac. Cette formation est adaptée à toute personne souhaitant notamment utiliser son Mac plus rapidement qu'il ne le fait à l'heure actuelle. En fait, le but de ce programme est de vous permettre d'oublier l'éventuelle complexité du système vous faisant face. Le Mac est réputé pour être simple, et bien mon objectif c'est qu'il le soit même lorsque vous l'utilisez à fond. Mais je vous présenterai ce programme de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Il est dorénavant temps de se pencher sur deux solutions ultra simples, vous permettant d'échanger, de partager des documents entre deux ordinateurs Apple, qu'ils soient tous les deux à vous ou pas. Avant de parler de la première solution, je rappelle que lorsque plusieurs appareils sont reliés à la même connexion Internet, donc au même routeur, à la même box, cela veut dire qu'ils sont sur le même réseau local. Internet, c'est un réseau mondial, et bien votre box, elle, crée un réseau local. Donc un réseau qui se limite à votre habitation, ou du moins au lieu où vous vous trouvez. Si je rappelle cela, c'est que si vous avez plusieurs Macs sur le même réseau, il est possible, de base, d'échanger des documents facilement entre eux. Du moins une fois que l'on a bien compris le fonctionnement interne de son Mac. Je vous rassure, ce fonctionnement interne est simple à comprendre. Pour rappel, le volume de votre Mac s'appelle par défaut Macintosh HD. Dedans, vous avez de base 4 dossiers, le dossier application qui va servir à stocker vos applications, les dossiers bibliothèque et système qui vont correspondre à la tambouille interne de macOS, et enfin le dossier utilisateur. Dans ce dernier vont être regroupées sous forme de dossier toutes les éventuelles sessions utilisateurs que vous allez créer sur votre Mac, et en plus, vous allez retrouver un dossier partagé accessible de tout le monde. Le dossier de la session sur lequel vous vous trouvez affichera une icône différente des autres, la fameuse petite maison. Si je vérifie, je suis bien sur la session « Utiliser son Mac ». Donc ce dossier est bien mon dossier de départ. Et dedans, j'ai mes dossiers documents, bureau, images, musique, etc. Certains sont en raccourci dans la barre latérale de mon Finder. D'ailleurs, chaque utilisateur a des répertoires nommés de la même manière. Mais ce ne sont pas les mêmes dossiers que ce que vous voyez. Si je vais sur le dossier de départ de la session Nicolas, donc de ma session perso, j'ai bien des dossiers nommés de la même façon. Mais je ne peux pas y accéder. Conclusion, le dossier document de ma session personnelle n'est pas accessible à partir de ma session de démonstration. Pareil pour les autres. Pourquoi ?
Tout simplement car chaque utilisateur a un espace sécurisé. Or, ma session perso et ma session de démo sont bien deux utilisateurs différents. En revanche, si vous placez des documents dans le dossier partagé, tous les utilisateurs de la machine vont être capables de les voir. Si j'ai pris le temps de rappeler cela, c'est pour une très bonne raison. Vous la comprendrez d'ici quelques minutes. Revenons en attendant à la première technique permettant de partager facilement des documents entre plusieurs Macs. Comme je vous l'ai dit, si plusieurs Macs sont sur un même réseau local, qu'ils soient en Wi-Fi ou même connectés avec un câble Ethernet à ce réseau, ils peuvent communiquer entre eux. Donc en allant dans les réglages système de votre Mac, qui est dans le menu Pomme, puis Général, vous allez trouver un onglet Partage. Dedans, vous allez pouvoir activer ou désactiver certains types de partage. Celui qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est le partage de fichiers. Je vous invite à l'activer s'il ne l'est pas déjà. Il y a des options disponibles au paramétrage, mais je n'ai pas besoin d'y aller pour cette vidéo. Ce que je veux, c'est que les données présentes sur mon Mac soient visibles, soient consultables à partir d'un autre Mac qui serait sur le même réseau. Donc pas besoin de rentrer dans ces options. Avant de tourner cette vidéo, j'ai effectué la même manipulation sur un autre Mac. Or, ce dernier est sur le même réseau que mon MacBook Pro et il est allumé. Donc, je vais pouvoir retrouver sur mon Mac actuel les données de cet autre Mac. Pour cela, on va dans une fenêtre du Finder. Puis, vous pourrez visualiser cet autre MacBook Pro dans les emplacements. Une précision importante, si vous ne voyez pas l'autre Mac alors que tout est censé être bon, vous avez juste à aller dans Réseau. Dernière précision, si vous n'aviez pas les emplacements réseau dans votre barre latérale, vous pouvez les activer via les réglages du Finder. Onglet barre latérale. Puis l'une de ces deux propositions. Ou quels que soient vos réglages, vous pouvez toujours vous diriger dans le menu Aller du Finder. Puis Réseau. Si vous avez souvent besoin d'échanger des données entre plusieurs Macs, je vous invite très fortement à activer le réseau dans la barre latérale de votre Finder. Bon, dans tous les cas, vous voyez l'autre Mac et vous souhaitez échanger des données avec lui. Comment faire? Eh bien, vous allez vous connecter à cet autre Mac et c'est là que l'on touche le point qui semble délicat pour certains utilisateurs. Je rappelle que lorsque vous accédez directement à votre Mac, donc en étant devant, à part le dossier partagé, vous n'avez le droit d'aller que dans les dossiers de votre session, à moins d'avoir le mot de passe des autres utilisateurs. Or, il faut bien comprendre que lorsque vous vous connectez à un autre Mac via le réseau, c'est exactement pareil. Vous n'aurez accès que à là ou les sessions dont vous connaissez le mot de passe, en plus du dossier partagé. Donc, si je reviens à mon exemple, je vais me connecter à l'utilisateur qui se nomme « Utiliser son Mac ». Et je vais rentrer le mot de passe qui correspond. Alors, j'insiste sur le point important de cette action. J'ai rentré le nom et le mot de passe de la session de mon autre Mac. Évidemment, comme les deux m'appartiennent, j'ai créé les mêmes sessions, que ce soit le nom ou le mot de passe, pour mes sessions perso et de démo. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je le redis, ce n'est pas le nom et le mot de passe de la session de votre Mac qui est demandé, mais le nom et le mot de passe de la session de l'autre Mac, session à laquelle vous souhaitez vous connecter à distance. Et cela me permet d'accéder au fameux dossier utilisateur de cet autre Mac portable, en l'occurrence le dossier qui s'appelle « Utiliser son Mac ». J'espère que je suis clair. D'ailleurs, je vais me déconnecter et je vous propose de me connecter ensuite à l'utilisateur Nicolas, donc à la session personnelle que je possède aussi sur cet autre Mac. J'ai cette fois-ci accès au dossier utilisateur Nicolas. Et si je vais dans le volume Macintosh HD de cet autre Mac, eh bien je n'ai pas accès aux documents présents dans la session de démo qui est dessus. Et encore une fois, c'est normal. Sur mon MacBook Pro actuel, celui dont vous voyez l'écran, je suis sur ma session de démo, mais je suis malgré tout connecté à la session perso de mon autre Mac. Bon, malgré toutes mes précisions, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour me dire que c'est assez simple à comprendre. Et surtout, c'est une technique simple à utiliser. Maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir ouvrir n'importe quel fichier, même si je ne suis pas sur le Mac sur lequel est stocké ce document. Mais je vais pouvoir également le modifier. L'enregistrer
ou même tout simplement le copier sur mon Mac. Et pourquoi pas le supprimer? Ou le déplacer à un autre endroit sur le Mac où il se trouve. Donc on reboucle sur ce que je vous dis à chaque fois que je parle de mot de passe. Il faut que votre mot de passe de session soit connu de vous seul et surtout il faut qu'il soit un minimum complexe. En gros, pas le prénom de vos enfants ni votre date de naissance et encore moins AZERTY 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que n'importe qui, à partir du moment où il se trouve sur votre réseau local, peut accéder à vos documents et même les supprimer s'il connaît votre mot de passe. Mais en même temps, s'il a accès à votre réseau local, c'est a priori car il est chez vous. Or, s'il est chez vous, même si vous n'avez pas activé le partage de fichiers, il pourrait très bien ouvrir votre Mac et se connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc j'insiste bien sur un point important, votre Mac ne sera pas moins en sécurité si vous activez ce partage de fichiers. En revanche, si vous avez plusieurs Macs, ou tout simplement si un ami passe chez vous avec son Mac, ce partage, une fois activé, va pouvoir vous simplifier la vie au niveau de l'échange de données entre ces ordinateurs. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez déjà cette technique de partage? Dites-le moi dans les commentaires. Bon. Passons maintenant à la question qui fâche. Est-ce que ça fonctionne aussi entre des Macs qui ne sont pas sur le même système? Oui, ça fonctionne aussi. Toutefois, sur les systèmes un peu plus anciens, voire très anciens, ce n'est pas dans les réglages système qu'il faut aller, mais dans les préférences système. Bon, elles sont toujours dans le menu pomme, donc rien de très différent. En revanche, une fois dedans, l'onglet partage est directement accessible. Et ensuite, eh bien, c'est le même principe, vous activez ce partage de fichiers. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne entre Mac, quelle que soit la version du système. Et la mauvaise, bah oui, il faut bien qu'il y en ait une mauvaise, c'est que plus le système de l'un des Mac est ancien, ou dit autrement, plus la différence d'âge entre les systèmes des deux Mac est élevée, plus j'ai constaté que le partage de fichiers de base que je vous ai montré peut ne pas toujours bien fonctionner. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fonctionnera jamais si vous avez deux Mac au système très différents, mais il y aura plus souvent des problèmes dans une configuration de ce type. Mais pas de panique, je vais vous présenter une autre manière totalement différente de partager des documents entre deux Mac. Alors cette autre façon, je pense que vous la connaissez quasiment tous, mais il me semble malgré tout important d'en parler, notamment pour bien comprendre les différences par rapport au partage que je viens de vous présenter. Cette autre méthode, vous l'avez peut-être deviné, c'est AirDrop. Alors, un petit rappel, AirDrop c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui permet d'envoyer des photos, des vidéos, bref, des documents entre deux appareils Apple, Mac, iPad ou iPhone. Et ce sans fil, mais surtout sans configuration. Pour réaliser cela, AirDrop va utiliser le Wi-Fi et le Bluetooth. Alors quand je dis le Wi-Fi, je parle juste du récepteur Wi-Fi des deux appareils. Il n'y a pas besoin d'avoir un réseau Wi-Fi à disposition. Ou même si votre Mac est sur le Wi-Fi de la maison et qu'un ami passe avec un appareil Apple, il n'est pas du tout nécessaire que le Mac ou l'iPhone de votre ami se connecte à votre réseau Wi-Fi. Non, il faut juste que le Wi-Fi et le Bluetooth de chacun de ces deux appareils soient activés. C'est tout. Ah non, c'est pas tout, il faut aussi que les deux appareils soient à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Mais comment ça fonctionne? Ce que vous voyez ici, c'est mon MacBook Pro actuel, un modèle 14 pouces de 2021 qui tourne sous Sequoia, le système le plus récent à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour savoir s'il est prêt à envoyer des documents via AirDrop, c'est très simple. Je vais tout simplement ouvrir une fenêtre AirDrop dans le Finder. Alors, je précise que je ne suis pas obligé, mais l'avantage de le faire, c'est que si mon Wi-Fi ou mon Bluetooth est désactivé, cette fenêtre du Finder me prévient tout de suite. Et surtout, elle me propose d'y remédier. Voilà, tout est prêt sur mon Mac. Direction maintenant l'autre Mac, celui vers lequel je souhaite envoyer un document. Pour info, cet autre MacBook Pro est sur un ancien système, à savoir Monterey. Et je ne suis pas sur ma session de démonstration, donc j'ai quelques modifications d'interface. Sur ce Mac, je vais également ouvrir une fenêtre AirDrop. Et je constate que le Wi-Fi et le Bluetooth sont déjà activés puisqu'ils ne m'embêtent pas avec. Parfait. Il y a cependant un point à vérifier. Je vous ai dit qu'AirDrop permet de partager des documents sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, pour des raisons de sécurité, vous avez plusieurs niveaux. Soit un Mac ne peut pas être détecté via AirDrop, soit il ne peut l'être que via un Apple ID qui se trouve dans l'un de mes contacts, soit tous les appareils Apple à proximité peuvent le détecter même si aucun Apple ID n'est connecté. Bon, pour cette démo, je vais aller sur tout le monde. Mais chez vous, ce réglage doit être vérifié, surtout si vous n'arrivez pas à faire fonctionner AirDrop correctement.
Je reviens sur mon MacBook Pro le plus récent. On va l'appeler le Mac numéro 1. Je vous propose de partager... Allez, c'est 3 fichiers. Ici, j'ai le Mac numéro 2 qui est visible sous forme d'une icône. Je précise que comme je suis sur le Mac qui envoie les données, peu importe les réglages de détection. Mais donc, je souhaite envoyer ces documents sur ce Mac. Je vais afficher une partie de l'écran de mon Mac numéro 1 à gauche et une partie de l'écran de mon Mac numéro 2 à droite. Pour envoyer ces documents, je n'ai qu'à les glisser-déposer sur l'icône de ce Mac, du moins l'icône qui est dans la fenêtre AirDrop. Et sur le Mac numéro 2, j'ai un message qui apparaît. Je vais accepter le transfert. Comme vous l'avez noté, il est possible de refuser un transfert. Rien n'est obligatoire. Alors, bien entendu, si le transfert de ces documents se réalise entre 2 sessions sur lesquelles sont connectés le même Apple ID, il n'y aura pas de bouton pour accepter ou refuser. Si c'est le même identifiant Apple sur les deux, AirDrop en conclut que c'est la même personne. Or, si c'est la même personne, si elle lance un transfert d'un côté, ce n'est pas pour l'annuler de l'autre. Mais si ce n'est pas le même Apple ID, oui, il n'est pas obligatoire d'accepter le transfert. Et je rajouterai également une autre information. Lorsque vous envoyez des fichiers provenant de votre Finder vers un autre Mac, ils iront dans le dossier de téléchargement de cet autre Mac. Toutefois, si vous envoyez par exemple des clichés à partir de votre app Photo, le Mac qui les réceptionnera vous proposera la plupart du temps de choisir entre les mettre dans le Finder ou dans l'app Photo. Je dis la plupart du temps car même entre 2 Apple ID différents, certaines fois les clichés vont directement dans le Finder. Quoi qu'il en soit, suivant l'app à partir de laquelle vous envoyez vos données, peut-être qu'il vous sera proposé de les mettre ailleurs que dans le Finder du côté du Mac qui va les réceptionner. Et puisque l'on parle de choses qui peuvent certaines fois ne pas fonctionner, je rajoute un point important. Lorsque vous êtes sur le Mac qui va recevoir les données, je vous ai montré qu'en ouvrant une fenêtre AirDrop du Finder, vous allez pouvoir vérifier comment la détection est paramétrée. Mais en théorie, cette fenêtre n'a pas besoin d'être ouverte. Néanmoins, je vous conseille de l'ouvrir à chaque fois. Effectivement, par expérience, j'ai pu constater que lorsqu'une telle fenêtre n'est pas ouverte sur le Mac receveur, il y a beaucoup plus souvent des bugs. Donc pensez-y. Et ce conseil vaut même si le Mac va recevoir des données d'un iPhone ou d'un iPad. Car évidemment, ces deux-là utilisent également AirDrop. Très rapidement, car le but de cette vidéo c'était de parler de Mac, si vous souhaitez recevoir des informations via AirDrop sur un iPad ou un iPhone, il faudra aller dans le centre de contrôle de l'appareil. Puis toucher dans cette zone. Pour enfin choisir votre paramétrage de réception. Pour les iDevice un peu anciens, de tête, il fallait laisser toucher votre doigt ici. Et pour les iDevice vraiment très anciens, souvenez-vous que le centre de contrôle était en bas et le bouton AirDrop était directement accessible dedans. Bon, j'ai fait le tour sur le fonctionnement de cette technologie, mais on fait quoi si ça ne fonctionne pas? Eh bien, si vraiment aucun des transferts ne fonctionne, j'ai juste un conseil à vous donner, mais il est un peu long à réaliser. Disons que si un appareil ne veut définitivement rien recevoir par AirDrop, même après l'avoir redémarré, je vous invite à déconnecter son identifiant Apple, redémarrer le Mac, puis reconnecter votre Apple ID. Bon, c'est long, je vous l'accorde, mais lorsque je me suis retrouvé face à des cas récalcitrants, cela a résolu quasiment à chaque fois le problème. Ça y est, j'ai vraiment fait le tour sur l'utilisation d'AirDrop. Je rajouterai quand même un dernier point sur tout ce que l'on a vu dans cette vidéo. Je vous ai montré 2 techniques très différentes permettant de partager des documents entre appareils Apple. Pour la première technique, c'est juste entre 2 Mac, mais il va de soi que ces techniques n'ont pas les mêmes intérêts. Dans l'absolu, je vous invite à privilégier le partage de fichiers simple lorsque vous êtes chez vous et que l'échange se fait entre 2 Mac. Le principal intérêt d'AirDrop, outre le fait que l'on peut échanger des documents avec des iPhones et iPad, c'est de vous proposer des transferts même lorsqu'il n'y a pas de réseau local. Mais si vous avez un réseau et que les 2 Macs y sont reliés, je pense qu'il vaut mieux ne pas passer par AirDrop et privilégier le transfert classique. De plus, le partage de fichiers ne permet pas que de transférer des documents.
Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien ouvrir un document à distance et même le modifier en profondeur sans avoir à le rapatrier sur votre ordinateur. Bref, ce sont bien deux techniques différentes qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, AirDrop a un inconvénient dont je n'ai pas encore parlé. Tous les appareils Apple ne sont pas compatibles avec cette technologie. Ou plutôt, si vous avez un appareil Apple très ancien, il ne sera peut-être pas compatible. Mais comme vous êtes certainement très peu à utiliser des Mac d'avant 2010, je n'en parlerai pas plus. Retenez juste que si votre Mac possède l'option AirDrop dans le menu Aller du Finder, c'est qu'il est compatible. Bon, on a fait le tour des deux techniques pour échanger facilement des documents entre appareils Apple. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une fonctionnalité qu'Apple propose pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur Mac rapidement et efficacement. Il y a quelques mois, je vous avais déjà présenté plusieurs outils dans ce domaine, mais je ne vous avais pas tout montré. Eh bien, on va continuer sur cette lancée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dévoiler la toute dernière fonctionnalité ajoutée à macOS pour booster votre productivité. Cette vidéo est gratuite mais privée, donc elle ne sera pas disponible directement sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description de la vidéo actuelle et vous entrez votre adresse email quand cela vous sera demandé. Dès qu'elle sera disponible, je vous enverrai le lien privé pour la visionner. En attendant, dites-moi en commentaire laquelle des deux techniques vues aujourd'hui vous utilisez le plus entre vos appareils Apple. Je vous dis à très bientôt en espérant que la fonctionnalité présentée dans ma prochaine vidéo sera pour vous un coup de cœur.